Mais où avons-nous la tête? Le risque fait partie de nos vies. Nous prenons des risques 100% du temps parce que nous vivons dans des situations d'incertitude. Et qui dit incertitude dit risque. Donc chaque fois qu'il s'agit de prendre une décision, ça peut être la bonne, ça peut être la mauvaise décision. Et avec la mauvaise décision s'associent des risques que l'on perçoit de manière plus ou moins correcte, et c'est là éventuellement le problème, pas le risque en lui-même, mais la manière dont on le perçoit et dont on juge si le risque vaut la peine d'être pris, s'il est trop grand, s'il n'est pas vraiment tellement important qu'on devrait l'éviter à tout prix. Donc les risques, c'est le quotidien, c'est la vie, c'est notre vie d'incertitude, de décision continue en situation d'incertitude, mais la manière dont on se pose par rapport au risque peut changer beaucoup en raison de la situation, mais aussi de notre fonctionnement cognitif. Il y a des personnes qui sont plus preneurs de risques, il y a des traits de personnalité qui changent notre attitude par rapport au risque, mais cette attitude dépend aussi de notre passé, des expériences qu'on a eues par rapport au risque, de notre condition socio-économique. On ne prend pas les mêmes risques de la même manière en raison de l'histoire qui est derrière nous. Et la chose drôle, c'est que, et ça vaut à peu près pour tout le monde, on prend des risques d'une manière parfois irrationnelle ou à l'apparence irrationnelle parce qu'elle ne correspond pas à ce qu'on peut évaluer réellement de ce qui va se passer de négatif pour nous si on prend pas un risque. On a tous peur, ou presque tous peur, par exemple des requins, des araignées, des serpents, des éléments qui sont extrêmement rares dans notre quotidien et qui, dans la plupart des cas, je pense aux araignées, ne représentent pas un risque réel. Et pourtant, face à ces objets, face à ces phénomènes, on a une perception immédiate du risque, du danger, et donc un retrait, alors que le sèche-cheveux qui est posé à côté de la baignoire ne nous excite pas particulièrement et ne nous fait pas immédiatement bondir en arrière comme une belle araignée poilue qui bougerait sur la même baignoire. Une apparente irrationalité, mais qui s'explique par rapport à un passé plus lointain que celui de nos vie personnelle, le passé de notre évolution, où justement la perception des risques, c'est en partie façonné, c'est en large partie façonné à structurer notre fonctionnement cognitif et notre réaction intuitive, instinctive, directe à certains dangers, à la perception du risque. En réalité, il y a des réactions qui, même pour des bébés, sont assez immédiates et qui ne dépendent pas uniquement des histoires qu'on nous raconte. Voire, on peut voir l'histoire à l'envers. C'est-à-dire, on peut se demander pourquoi certaines histoires ont tellement de succès. Pourquoi certaines histoires de peur, certains objets qu'on met dans les histoires qui font peur, marchent aussi bien, obtiennent immédiatement une réaction, on y adhère tout de suite et on y adhère de façon presque universelle. Pourquoi on réagit tous de la même manière? Au fond, si cela ne dépendait que de notre histoire personnelle, de notre enfance par exemple, on devrait s'attendre à ce que les personnes différentes réagissent de manière très différente par rapport à ces objets de danger, à ces signaux de danger. Alors qu'on remarque une certaine uniformité, universalité, c'est qui nous dit que ce n'est pas juste dans notre expérience personnelle que se joue la manière dont on va réagir au risque, mais aussi dans cette histoire de long terme évolutive de nos ancêtres qui se sont, eux, trouvés confrontés très souvent avec un certain type de risque. Et du coup, la sélection naturelle a fait que petit à petit, notre cerveau développe certaines réactions face à ces objets, face à ces phénomènes, des réactions de retrait, des réactions de prudence, de vigilance que nous, on a tout simplement héritées et qui continuent à jouer dans notre cerveau. Au fond, disent certains psychologues évolutionnaires, nous avons dans notre crâne le cerveau de nos ancêtres, hommes et femmes de la pierre, si on peut ainsi dire, ou des cavernes. Et heureusement, on apprend après à s'ajuster par rapport au risque, c'est-à-dire qu'on garde de notre passé évolutif certaines réactions, certaines réponses immédiates, rapides, des heuristiques, des stratégies sur lesquelles on n'a pas besoin de réfléchir pour les mettre en place. Elles sont le fruit de ces longs héritages de ce passé et elles peuvent nous sauver la vie dans certaines situations. Effectivement, certaines sont, on peut
pourrait dire, démodée. C'est-à-dire que la peur qu'on a héritée des araignées, des serpents, des requins ou des objets qui bougent d'une certaine manière, dans le monde occidental, riche, industrialisé, sont totalement démodées, elles n'ont plus de sens. Et on apprend effectivement à les mettre à jour, on a peut-être une petite réaction instinctive, mais on arrive à la dépasser raisonnablement et on arrive à apprendre à faire attention à d'autres risques, la voiture qui fonce sur nous par exemple rapidement dans la rue, même si ces dangers sont nouveaux, donc sont fruits d'apprentissage. On a ce double système de fonctionnement, un système plus rapide de réaction, plus hérité de notre passé, après un système d'apprentissage, de nouvelles règles, nouvelles stratégies qui nous permet du coup de réagir de façon plus appropriée, plus adaptée à l'environnement réel, moderne, contemporain, occidental dans lequel on vit. Le temps qu'on a passé avec des mammouths, entre guillemets, ou dans des situations avec un certain type d'incertitude, avec un certain type de risque présent dans notre environnement, les temps qu'on a passé en contact à avoir à répondre à ce type de danger est beaucoup plus long que le temps qu'on a passé avec des voitures, avec des sèche-cheveux posés à côté de la baignoire, ou avec d'autres types de risques, par exemple, que sais-je, les risques liés à l'Internet, qui sont encore plus récents, aux nouvelles technologies. Donc, on est bien armé pour répondre à des risques anciens parce que le temps passé avec ces risques a été tellement long qu'il a pu façonner notre cerveau et structurer certaines réponses d'une façon hardware, vraiment dans le dur de notre cerveau, alors que des nouveaux dangers où on exploite des réactions anciennes et on les réadapte en quelque sorte, on les récolle sur les nouveaux dangers, mais au risque de ne pas réagir exactement de la bonne manière, de surréagir ou de sous-réagir, où on doit apprendre tout un nouveau fonctionnement par rapport à ces nouveaux objets. C'est le propre de l'être humain d'avoir cette capacité, cette flexibilité, mais ça nous coûte. Ça implique un apprentissage, c'est plus lent, c'est plus coûteux en énergie, c'est plus coûteux cognitivement, quand on est plus fatigué, quand on n'a pas le temps, qu'on court, qu'on est pris par le temps, par le stress, c'est plus difficile de donner ces réponses apprises, plus fines, plus adaptées au contexte, mais non posées dans le fonctionnement dur de notre cerveau. Notre cerveau reste un cerveau ancien, un objet ancien qu'on porte avec nous, qui a toute une histoire. Et c'est sa beauté aussi de savoir que notre cerveau a une longue histoire. C'est vrai aussi de nos pieds, de nos mains, de nos yeux. Toutes nos capacités physiques ont cette histoire. Et les capacités de notre cerveau, elles ont aussi cette histoire. Elles ont été façonnées par le temps long de l'évolution. Et du coup, elles gardent ces traces et elles les manifestent quand on se trompe. C'est-à-dire, elle les manifeste tout le temps, mais quand on se trompe face à une nouvelle situation, c'est comme si on ouvrait une petite fenêtre sur notre cerveau sans besoin d'entrer dans un scanner très coûteux. On ouvre une fenêtre qui nous permet de voir comment notre cerveau a été façonné et le type de réponses qu'il a développées au cours des millions d'années d'évolution. Les illusions perceptives nous font cet effet. Face à une illusion, on est surpris. Comment ai-je pu ne pas voir cette chose? Ou comment ai-je pu voir ces deux lignes comme étant pareilles alors qu'elles sont différentes? Ou les voir différentes alors qu'elles sont pareilles? On est surpris. Et cette réaction de surprise, c'est cette petite fenêtre qui s'ouvre sur notre cerveau et qui nous dit, regarde, là il y a des réactions desquelles tu ne te rends pas compte et qui ont été sédimentées là-dedans, sélectionnées au temps long de l'évolution, mais qui sont encore là avec toi et vont ressurgir par des stimuli de l'environnement qui vont les déclencher comme des boutons darwiniens que l'environnement déclencherait à un certain moment. Sur les épaules, mais sérieusement, nous avons des têtes bien faites. C'est commun aujourd'hui de penser que notre tête est toujours ailleurs, qu'elle ne marche pas bien, qu'elle n'est pas bien adaptée à notre environnement, qu'elle nous trompe, notre cerveau nous trompe, notre cognition nous trompe. En réalité, notre cerveau et notre cognition notre cerveau est un organe merveilleux qui fonctionne d'une manière fantastique et qui nous permet de faire un tas de choses au quotidien desquelles on ne se rend même pas compte, d'être très adapté à toute une série de situations
très différentes. Mais ce qu'on remarque le plus, c'est chaque fois où on se trompe. On commet des erreurs et c'est normal. Remarquer les erreurs est important parce que comme ça, on pourra un jour peut-être les corriger, ne pas y tomber encore. Donc, on a un biais pour remarquer nos erreurs et un biais pour ne pas remarquer toutes les fois où ça marche bien. Donc, nous avons des têtes bien faites, mais qui naturellement, puisque ce sont des têtes qui n'ont pas été dessinées de manière à être des ouvrages parfaits et sans défaut, nous amènent parfois en erreur à cause de nos prédispositions qui viennent de notre passé et qui donc, quand elles nous amènent en erreur, on le remarque et ça nous donne l'envie de corriger ces erreurs. Et c'est ce qu'on fait quand on cherche à corriger nos biais, nos illusions ou on cherche à s'éduquer pour trouver des meilleures stratégies pour rendre notre cerveau, notre tête encore plus adaptée à notre environnement, la remettre encore plus en place, la recadrer un tout petit peu, notre tête, dans l'environnement contemporain. Se tromper est indispensable pour apprendre. On apprend essentiellement, non seulement en faisant et en remarquant nos erreurs, mais on apprend, c'est un modèle très important aujourd'hui de la cognition et du fonctionnement cérébral, le modèle du cerveau prédictif, on apprend en faisant des prévisions. Ça veut dire que notre cerveau ne se limite pas à enregistrer ce que nous avons autour de nous. En même temps que des stimuli, des informations arrivent, et il en arrive beaucoup, notre cerveau doit résoudre toute une série de problèmes d'ambiguïté. Est-ce que l'objet est en train d'aller dans cette direction ou dans l'autre? Quelle est sa couleur? Quelle est vraiment sa forme? Et dans cette ambiguïté, le cerveau, ce qu'il fait, c'est de faire des prédictions. C'est comme si, je le personnalise un tout petit peu, notre cerveau, c'est une erreur, mais acceptons-la pour un instant, c'est comme le cerveau, il disait « ce stimulus-là, cette forme, elle m'a l'air d'être un tigre, ça pourrait être un tigre. » Il fait une prédiction, après il prend des nouvelles informations et il corrige de cette prédiction initiale. Ça, c'est le fonctionnement normal du cerveau. Faire des prédictions, prendre de l'information, corriger les erreurs, s'adapter et apprendre du coup à mieux connaître l'environnement. C'est propre à toute la perception, à toute l'action et naturellement à l'apprentissage. Je fais une prédiction et je ne peux apprendre que quand je corrige, quand je me suis trompée et que du coup je corrige ma prédiction. Donc apprendre est par définition corriger une erreur. Et si on ne se permet pas de faire des erreurs, on ne se permet pas d'apprendre.